Je pensais comprendre les priorités de ma famille jusqu'au jour où j'ai regardé mon père signer un prêt de 40 000 $ pour le projet d'entreprise de ma sœur, alors que je tenais littéralement des lettres de refus des bureaux d'aide financière, incapables de me payer les manuels de base pour mon dernier semestre. Ce que j'allais découvrir ensuite sur leurs arrangements financiers cachés allait fracasser tout ce que je croyais à propos de l'équité, de la loyauté familiale et de ma place dans leur monde. Je m'appelle Sarah, j'ai 29 ans et je suis infirmière diplômée travaillant en oncologie pédiatrique. Mais il y a 5 ans, j'étais une étudiante qui galère, essayant de terminer mon diplôme d'infirmière tout en occupant 3 emplois à temps partiel juste pour survivre. C'est l'histoire de comment le favoritisme financier de ma famille a failli détruire mes rêves et comment découvrir leur tromperie élaborée m'a finalement libérée. En grandissant, j'étais toujours celle sur qui on pouvait compter. Pendant que ma sœur aînée Emma naviguait dans la vie avec de grandes idées et des rêves encore plus grands, j'étais celle qui faisait ses devoirs sans qu'on me le demande, aidait aux tâches ménagères et ne causait jamais de drame. Mes parents semblaient apprécier ma fiabilité, mais j'ai commencé à remarquer des patterns qui me mettaient mal à l'aise. Quand Emma a eu un accident de voiture à 16 ans, papa lui a immédiatement acheté une voiture plus récente et mieux. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai eu droit à un sermon sur la responsabilité et on m'a dit que je pouvais travailler pour économiser pour mon propre transport. Les différences sont devenues plus prononcées avec l'âge. Emma a changé de majeur 4 fois pendant ses études, chaque changement nécessitant des semestres supplémentaires que mes parents ont financés sans broncher. Quand elle a décidé d'étudier à l'étranger en Italie pendant 1 an, ils ont non seulement payé les frais du programme, mais lui ont aussi envoyé de l'argent de poche chaque mois. Pendant ce temps, j'avais choisi les soins infirmiers spécifiquement parce que c'était pratique et avait de bonnes perspectives d'emploi, recherchant soigneusement les bourses et les options d'aide financière pour minimiser le fardeau sur ma famille. Je me souviens du moment exact où j'ai réalisé que quelque chose clochait fondamentalement dans la façon dont mes parents voyaient leurs 2 filles. C'était pendant ma 3e année d'école d'infirmière et j'avais du mal à équilibrer ma charge de cours avec mon horaire de travail dans un restaurant local. Mes notes étaient solides, mais j'étais épuisée et stressée de joindre les 2 bouts. J'avais postulé pour plusieurs bourses, mais n'avais pas encore eu de nouvelles, et mon aide financière ne couvrait que les frais de scolarité, pas les livres ou les frais de subsistance. Ce mardi soir, je suis rentrée à la maison pour trouver Emma, montrant avec enthousiasme des papiers à nos parents pour sa dernière aventure. Elle avait développé un plan d'affaires pour une boutique de vêtements et avait besoin de capital de démarrage. J'ai observé depuis le seuil de la cuisine, tandis que mon père examinait sa proposition, hochant la tête avec approbation devant son enthousiasme. À la fin de la soirée, il avait accepté de cautionner un prêt de petite entreprise de 40 000 $ pour l'aider à démarrer. Le timing n'aurait pas pu être pire pour moi. Le lendemain matin, j'ai reçu une notification indiquant que je devais 800 $ pour des manuels obligatoires pour mon cours avancé de physiopathologie. Ce n'était pas de la lecture optionnelle, c'était des éditions spécifiques que nos professeurs exigeaient pour les stages cliniques. J'avais déjà épuisé mes options avec les librairies d'occasion et les locations en ligne. J'avais besoin d'aide, et rapidement. J'ai approché mon père ce week-end-là avec une présentation soigneusement préparée. J'avais calculé exactement combien j'avais besoin, recherché le retour sur investissement des diplômes en soins infirmiers, et j'avais même apporté des documents sur mes résultats académiques. Je ne demandais pas un cadeau, je demandais un prêt que je rembourserais avec intérêt une fois diplômée et au travail. Le montant était de 1 200 $ pour couvrir les manuels de mes 3 derniers semestres. Sa réponse fut rapide et définitive. Il m'a expliqué que l'argent était serré, qu'ils avaient déjà étiré leur budget pour aider Emma et que je devais trouver d'autres solutions. Il m'a suggéré de parler à mes professeurs d'alternatives pour les manuels, de faire des demandes de bourses supplémentaires ou d'envisager de prendre moins de cours par semestre pour réduire mes dépenses. La conversation a duré moins de 10 minutes. J'ai quitté cette réunion complètement démoralisée. Voilà mon père, qui venait de s'engager pour un prêt de 40 000 $ pour l'aventure commerciale incertaine d'Emma, qui me disait que 1 200 $ pour du matériel éducatif obligatoire dépassait leurs moyens. L'impossibilité mathématique de son raisonnement ne m'échappait pas, mais j'étais trop choquée pour argumenter efficacement. Ce qui a suivi était une série de tentatives de plus en plus désespérées pour trouver un financement alternatif. J'ai pris des heures supplémentaires au restaurant, j'ai fait des demandes pour toutes les petites bourses que je pouvais trouver et j'ai même envisagé de donner mon plasma pour gagner de l'argent supplémentaire.
Mes notes ont commencé à souffrir car je passais plus de temps à travailler et moins à étudier. J'ai commencé à emprunter des manuels à mes camarades de classe, à photocopier des chapitres illégalement et à compter sur des éditions plus anciennes qui ne correspondaient pas toujours aux cours actuels. Le stress était accablant. Je me souviens d'être restée assise dans ma voiture après un stage clinique particulièrement difficile, en pleurant parce que j'avais l'impression d'échouer malgré tous mes efforts. Mes camarades de classe semblaient avoir tout ce dont ils avaient besoin, tandis que je me débrouillais constamment pour suivre le rythme. J'ai commencé à éviter les réunions de famille, parce que regarder les projets d'entreprise d'Emma se déployer avec le soutien total de mes parents était trop douloureux. Durant cette période, j'ai commencé à remarquer d'autres inégalités dans la façon dont mes parents traitèrent leurs filles. Le loyer de l'appartement d'Emma était subventionné par des chèques mensuels de papa, tandis que j'étais censée gérer mes frais de logement de manière indépendante. Quand l'entreprise d'Emma a eu des difficultés pendant sa première année, mes parents ont couvert ses dépenses personnelles pour qu'elle puisse se concentrer sur le développement de sa clientèle. Quand j'ai demandé de l'aide pour ma prime d'assurance auto, on m'a dit que la responsabilité financière était une compétence importante dans la vie. Le point de rupture est arrivé durant mon dernier semestre. J'avais réussi à décrocher un stage prestigieux au Children's Hospital, une opportunité qui aurait considérablement boosté mes perspectives de carrière. Le poste n'était pas rémunéré comme la plupart des stages cliniques, mais il demandait un engagement de temps important qui m'empêcherait de travailler mes services habituels au restaurant. J'ai calculé qu'il me faudrait 2 000 $ pour couvrir mes dépenses pendant la période de stage de 3 mois. J'ai présenté cette opportunité à mes parents avec une documentation détaillée des avantages du programme, des lettres de recommandation de mes professeurs et un plan de remboursement clair. Le directeur du stage avait déjà indiqué qu'une réussite du stage mènerait probablement à une offre d'emploi à temps plein après l'obtention du diplôme. Ce n'était pas seulement une question de besoins financiers immédiats, c'était pour lancer ma carrière. La réponse de mon père a été plus condescendante que jamais. Il a remis en question si le stage était vraiment nécessaire, a suggéré que je trouve un poste rémunéré à la place et a insinué que j'étais irréaliste concernant mes attentes de carrière. Il m'a rappelé que l'entreprise d'Emma était encore en développement et qu'il n'avait pas les moyens de nous soutenir toutes les deux simultanément. La conversation s'est terminée avec lui qui me disait que si je ne pouvais pas me permettre le stage, peut-être que je devrais considérer si les soins infirmiers étaient la bonne voie professionnelle pour moi. Ce soir-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'ai décidé de contracter un prêt étudiant privé pour couvrir les frais du stage, malgré les taux d'intérêt élevés et les conditions défavorables. J'étais déterminée à réussir indépendamment du soutien de ma famille, même si cela signifiait obtenir mon diplôme avec plus de dettes que mes camarades de classe. Le stage a été transformateur. J'ai excellé dans l'unité d'oncologie pédiatrique, développant des compétences et des relations qui allaient définir ma carrière. Les médecins traitants ont été impressionnés par mon dévouement et mon jugement clinique, et on m'a effectivement offert un poste à temps plein après l'obtention du diplôme. Plus important encore, j'ai découvert que j'avais des talents et des capacités qui dépassaient largement ce que ma famille avait jamais reconnu. Durant mon dernier mois de stage, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai été sélectionnée pour présenter une étude de cas à la Conférence régionale de soins infirmiers pédiatriques, un honneur considérable pour une étudiante. La présentation s'est exceptionnellement bien passée et plusieurs administrateurs d'hôpitaux m'ont approché car ils étaient intéressés par mes recherches. En quelques semaines, j'avais des offres d'emploi de 3 hôpitaux différents, chacun offrant des salaires de départ qui dépassaient le revenu annuel combiné de mes parents. La reconnaissance s'est poursuivie après l'obtention de mon diplôme. J'ai été acceptée dans un programme de certification en soins critiques très compétitif, j'ai reçu une bourse au mérite pour la formation continue et j'ai été invitée à rejoindre une équipe de recherche étudiant des techniques innovantes de gestion de la douleur pour les patients pédiatriques atteints de cancer. Ma trajectoire de carrière dépassait toutes les attentes, y compris les miennes. Pendant ce temps, l'entreprise de boutique d'Emma battait de l'aile. Malgré l'investissement initial de 40 000 $ et le soutien financier continu de nos parents, elle avait du mal à maintenir des revenus réguliers. L'environnement commercial était plus difficile qu'elle ne l'avait anticipé, et son plan d'affaires avait sous-estimé plusieurs dépenses clés. Au moment où j'ai terminé mes études d'infirmière, elle discutait déjà de la possibilité de fermer le magasin. La première fissure dans la façade de ma famille est apparue lors de ma cérémonie de remise des diplômes. Mes parents y ont assisté, ainsi que des membres de la famille élargie qui étaient sincèrement fiers de mes réussites.
Pendant la réception, ma tante a mentionné à quel point elle était impressionnée que j'ai réussi à terminer un programme si exigeant tout en travaillant à plusieurs emplois. Elle a fait une remarque sur combien mon expérience avait été différente des années universitaires d'Emma, quand tout était payé et qu'elle pouvait se concentrer entièrement sur ses études. La réponse de ma mère était révélatrice. Elle a rapidement changé de sujet et m'a prise à part plus tard pour me demander de ne pas discuter de questions financières avec la famille élargie. Elle a expliqué que la situation de chacun était différente et qu'il n'était pas approprié de comparer le soutien qu'elle et Emma avaient reçu. La conversation me semblait étrange, comme si on me demandait de cacher quelque chose de honteux concernant mon propre travail acharné et mon indépendance. La vraie révélation est venue 6 mois plus tard, lors d'un dîner de famille où Emma discutait de sa décision de fermer la boutique. Elle était stressée à propos du remboursement du prêt et inquiète de l'impact sur la cote de crédit de papa. Au cours de cette conversation, elle a fait un commentaire désinvolte qui m'a figée sur place. Elle a mentionné être reconnaissante pour l'aide financière qu'elle avait reçue au fil des ans, non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour ses études supérieures, son mariage et l'acompte sur sa maison. Je suis restée là, assimilant ces informations, en réalisant que ma sœur avait reçu un soutien financier dont je n'avais jamais eu connaissance. Quand j'ai demandé des clarifications, la pièce est devenue inconfortablement silencieuse. Il est devenu clair que mes parents avaient fourni à Emma une aide financière substantielle pendant des années, couvrant des dépenses auxquelles je n'avais même jamais pensé demander parce que je supposais qu'elles dépassaient les moyens de notre famille. L'ampleur totale de leur soutien financier à Emma était stupéfiante. Ils avaient entièrement payé son master, contribué 20 000 $ à son mariage et fourni l'acompte pour sa première maison. Ils avaient couvert ses paiements de voiture, son assurance santé et même des dépenses courantes comme l'épicerie et les services publics pendant les périodes difficiles. Le montant total du soutien au fil des ans dépassait facilement 100 000 $. Quand j'ai demandé pourquoi on ne m'avait jamais offert une aide similaire, l'explication de ma mère était que j'avais toujours été si indépendante et capable qu'ils supposaient que je n'avais pas besoin d'aide. Elle a dit qu'ils étaient fiers de mon autonomie et ne voulaient pas saper mon caractère en offrant un soutien inutile. La logique circulaire était exaspérante. J'étais autonome parce que je n'avais pas le choix, et parce que je paraissais autonome, ils se sentaient justifiés de retenir leur soutien. La conversation qui a suivi a été l'une des plus difficiles de ma vie. J'ai expliqué comment leur traitement différentiel avait affecté mon expérience éducative, ma préparation de carrière et mon sentiment de valeur au sein de notre famille. J'ai décrit le stress de travailler plusieurs emplois tout en essayant de maintenir l'excellence académique, la honte de ne pas pouvoir me permettre les fournitures de base et l'isolement de sentir que je ne pouvais pas demander d'aide quand j'en avais désespérément besoin. La réponse de mon père était défensive. Il a argué qu'ils avaient pris des décisions basées sur les besoins et circonstances individuelles de chaque fille. Il a insisté qu'Emma avait besoin de plus de soutien parce qu'elle était moins naturellement capable, tandis que j'avais toujours été capable de gérer les défis indépendamment. Il semblait sincèrement confus par ma réaction émotionnelle, comme si mon succès aurait dû me rendre reconnaissante pour leur manque de soutien plutôt que rancunière. La partie la plus blessante de la conversation était de réaliser que mes parents avaient fondamentalement mal compris ce que signifie le soutien. Ils avaient confondu encourager la dépendance d'Emma avec l'aider à réussir, tout en interprétant ma résilience comme la preuve que je n'avais pas besoin de leur attention. Ils avaient créé un système où la fille qui avait des difficultés recevait des ressources illimitées, tandis que celle qui excellait était laissée à elle-même. Ce qui rendait la situation encore plus douloureuse, c'était de découvrir que les membres de la famille élargie étaient au courant de cette disparité depuis le début. Ma tante m'avoua plus tard qu'elle avait remis en question l'approche de mes parents des années auparavant, mais qu'on lui avait dit que cela ne la regardait pas. D'autres proches avaient remarqué les différences, mais avaient supposé qu'il y avait des facteurs qu'ils ne comprenaient pas. Les conséquences de cette révélation furent complexes. Je me sentais en colère, blessée et justifiée à la fois. Mon succès, malgré leur manque de soutien, prouvait que j'avais toujours été capable d'atteindre mes objectifs, mais cela soulignait aussi à quel point mon parcours aurait pu être plus facile, avec ne serait-ce qu'une aide minimale. J'ai commencé à comprendre que leur traitement envers moi n'était pas une question d'argent, c'était lié à leur croyance fondamentale sur ma valeur et ma place dans la hiérarchie familiale. J'ai décidé de consulter un psychologue pour traiter ces émotions et développer une réponse saine à la situation. Mon thérapeute m'a aidé à comprendre que le comportement de mes parents reflétait leurs propres problèmes avec l'équité, le contrôle et la disponibilité émotionnelle.
Elle m'a expliqué que de nombreuses familles créent des hiérarchies informelles où certains membres sont censés être autonomes, tandis que d'autres sont autorisés à rester dépendants. Le travail thérapeutique fut révélateur. J'ai réalisé que le traitement de mes parents envers moi avait été une forme de négligence émotionnelle déguisée en formation du caractère. Ils avaient refusé leur soutien, non pas parce qu'ils croyaient en mes capacités, mais parce qu'ils étaient plus à l'aise avec les besoins émotionnels d'Emma qu'avec ma compétence. Mon succès menaçait leur récit sur laquelle fille avait besoin de leur attention et de leurs ressources. Forte de cette compréhension, j'ai commencé à établir des limites avec ma famille. J'ai arrêté d'assister aux réunions où les questions financières étaient discutées, j'ai refusé de donner des conseils ou un soutien pour les difficultés commerciales continues d'Emma, et j'ai fait clairement comprendre que je ne ferais pas semblant que leur traitement différentiel avait été juste ou approprié. J'ai aussi commencé à être plus ouverte avec la famille élargie sur mes expériences, refusant de protéger la réputation de mes parents au détriment de ma propre vérité. Les conséquences de ces changements de limites furent immédiates et révélatrices. Mes parents ont d'abord réagi par la culpabilisation et la manipulation, suggérant que j'étais ingrate et égoïste. Ils soutenaient que les membres de la famille devaient s'entraider sans tenir les comptes, oubliant commodément qu'ils avaient tenu des comptes très détaillés depuis le début. Quand je n'ai pas réagi à leur manipulation émotionnelle, ils se sont mis en colère et m'ont accusé de détruire l'harmonie familiale. La réaction d'Emma était particulièrement intéressante. Elle semblait sincèrement surprise par mes sentiments, comme si elle n'avait jamais envisagé que notre traitement différent puisse être injuste. Elle a exprimé une certaine culpabilité concernant le soutien qu'elle avait reçu, mais a finalement défendu les décisions de nos parents en argumentant que les besoins de chacun étaient différents. Elle semblait incapable de comprendre que le problème n'était pas l'argent en soi, mais le message que leur choix avait communiqué sur notre valeur relative. Le tournant est arrivé quand j'ai reçu une reconnaissance professionnelle importante. J'ai été sélectionnée comme jeune infirmière de l'année par l'Association des infirmières de notre État, un honneur qui s'accompagnait d'un prix de 5 000 $ et d'une couverture médiatique importante. Cette reconnaissance était basée sur mon excellence clinique, mes contributions à la recherche et mon plaidoyer pour les patients atteints de cancer pédiatrique. C'était la validation que mes choix de carrière et mon éthique de travail avaient été corrects depuis le début. Quand le journal local a publié un article sur ma réussite, il incluait des détails sur mes antécédents, y compris le fait que j'avais travaillé à plusieurs emplois pendant mes études d'infirmière et que j'avais terminé mes études avec un soutien familial minimal. L'article présentait cela comme une preuve de ma détermination et de mon caractère, mais quiconque connaissait notre famille comprendrait le contexte plus large. La publication de l'article a créé une situation inconfortable pour mes parents. Des amis et collègues ont commencé à les féliciter d'avoir élevé une fille si brillante, tout en commentant mon indépendance et mon éthique de travail impressionnante. Plusieurs personnes ont fait des remarques sur la fierté qu'ils devaient ressentir face à mes réussites, malgré les défis que j'avais affrontés. La reconnaissance publique les a forcés à confronter la réalité que leur traitement envers moi avait été remarqué et jugé par d'autres. La réaction de mon père à l'article était révélatrice. Il m'a appelé pour exprimer sa fierté concernant mes réussites, mais aussi pour me demander d'être plus prudente dans la façon dont je discutais de mes expériences éducatives en public. Il était préoccupé que les gens puissent se faire une mauvaise impression de la situation financière de notre famille ou de leurs choix parentaux. Une fois de plus, on me demandait de protéger leur réputation plutôt que d'être soutenue dans mon moment de reconnaissance. Cette demande a cristallisé tout ce que j'avais appris sur la dynamique de ma famille. Ils étaient fiers de mon succès quand cela les mettait en valeur, mais mal à l'aise avec les aspects de mon histoire qui révélaient leur propre défaillance. Ils voulaient s'attribuer le mérite de mes réussites tout en prenant leur distance avec les difficultés qui avaient forgé mon caractère. J'ai refusé de modifier mes déclarations publiques concernant mon parcours éducatif. J'ai expliqué que mon histoire m'appartenait et que je continuerais à être honnête sur les défis que j'avais affrontés et surmontés. J'ai aussi précisé que leur malaise face à l'examen public n'était pas de ma responsabilité à gérer. Les mois qui ont suivi cette confrontation ont été difficiles, mais finalement libérateurs. Mes parents ont continué à faire pression sur moi pour que je me réconcilie et reprenne des relations familiales normales, mais j'ai maintenu mes limites. J'assistais aux grands événements familiaux, mais refusais de participer aux discussions sur les finances, les conseils de carrière ou les décisions familiales. J'étais polie mais distante, les traitant plus comme des connaissances que comme des membres intimes de la famille.
Pendant cette période, j'ai aussi commencé à parler publiquement d'équité éducative et de l'importance du soutien familial pour la réussite scolaire. J'ai été invitée à présenter lors de conférences sur l'enseignement infirmier et la résilience étudiante, et j'ai toujours été honnête sur le rôle que le stress financier avait joué dans mon parcours éducatif. Ces présentations ont été bien accueillies et ont débouché sur des opportunités de consulting et d'écriture sur les stratégies de réussite étudiante. Ma vie professionnelle a continué à prospérer. J'ai été promue infirmière en chef dans l'unité d'oncologie pédiatrique, j'ai terminé mon master en administration des soins infirmiers et j'ai été acceptée dans un programme doctoral avec financement complet. J'ai aussi commencé à fréquenter quelqu'un qui appréciait mon éthique de travail et mon indépendance et qui ne comprenait pas pourquoi ma famille avait été si peu soutenante pendant mon parcours éducatif. Le contraste entre ma reconnaissance professionnelle et le traitement de ma famille est devenu plus apparent avec le temps. Mes collègues respectaient mon expertise et sollicitèrent mon avis sur des décisions importantes. J'étais invitée à rejoindre des comités, à présenter lors de conférences nationales et à contribuer à des publications professionnelles. Pendant ce temps, mes parents continuaient à me traiter comme si mes opinions et expériences avaient moins de valeur que celles d'Emma. La confrontation finale a eu lieu lors du dîner d'anniversaire d'Emma, près de 2 ans après la révélation initiale concernant leur soutien financier. La réunion se déroulait chez mes parents et Emma discutait de ses projets de retour aux études pour énième programme de diplôme. Elle envisageait plusieurs options, notamment des études de droit et un master en administration des affaires, et demandait conseil à nos parents sur la voie à suivre. Pendant cette conversation, ma mère a fait une remarque sur l'importance de suivre ses rêves sans tenir compte des considérations pratiques. Elle a encouragé Emma à choisir le programme qui l'inspirait le plus, l'assurant qu'il trouverait un moyen de s'en sortir financièrement. L'ironie était accablante, étant donné qu'on m'avait répété sans cesse de faire des choix pratiques et de gérer mes propres dépenses. Je me suis retrouvée à prendre la parole d'une manière qui a surpris tout le monde, moi y compris. J'ai calmement fait remarquer qu'il était intéressant de voir comment les conseils et le soutien offerts à Emma différaient de ce que j'avais reçu pendant mon parcours éducatif. J'ai mentionné des exemples précis de demandes que j'avais faites et qui avaient été refusées, les contrastant avec le soutien continu qu'Emma continuait de recevoir. La pièce est devenue complètement silencieuse. Mes parents avaient l'air choqués que j'aie soulevé ces questions devant Emma et d'autres membres de la famille. Emma semblait mal à l'aise, comme si elle comprenait enfin toute l'ampleur du traitement différentiel. D'autres parents avaient l'air perplexes, comme s'ils assimilaient des informations qu'ils avaient soupçonnées mais jamais confirmées. La réaction de mon père était la colère. Il m'a accusée d'être amère et ingrate, suggérant que j'essayais de gâcher le grand jour d'Emma avec ma négativité. Il a soutenu que leur décision parentale n'était pas matière à débat public et que j'étais inappropriée en discutant des finances familiales devant d'autres. Sa réaction confirmait qu'il ne comprenait toujours pas l'injustice fondamentale de leur traitement. La réaction de ma mère était plus émotionnelle. Elle a commencé à pleurer et à parler de la difficulté d'équilibrer les besoins de 2 filles très différentes. Elle a insisté sur le fait qu'elle nous avait toujours aimés de manière égale et avait pris des décisions basées sur ce qu'elle pensait être le mieux pour chacune de nous individuellement. Elle semblait véritablement bouleversée que j'ai interprété leurs actions comme du favoritisme plutôt que comme un soutien individualisé. Ce qui m'a le plus frappé dans leur réaction était l'absence totale de responsabilité. Aucun des parents n'a reconnu que leur décision avait été blessante ou injuste. Ils semblaient croire que leurs intentions avaient été bonnes et que cela devrait suffire à excuser l'impact de leurs actions. Ils n'ont montré aucune curiosité sur la façon dont leur traitement m'avait affecté ou reconnaissance qu'ils auraient pu commettre des erreurs. Le dîner s'est terminé de manière gênante, la plupart des membres de la famille partant tôt et évitant le contact visuel. Je me sentais à la fois soulagée et triste. J'avais enfin dit ma vérité devant des témoins, mais j'avais aussi reconnu que mes parents étaient incapables du genre d'introspection qui serait nécessaire pour une réconciliation authentique. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai reçu plusieurs appels de membres de la famille qui voulaient discuter de ce qui s'était passé. Certains étaient soutenants et reconnaissaient qu'ils avaient remarqué le traitement différentiel au fil des ans. D'autres étaient critiques et suggéraient que j'aurais dû gérer mes préoccupations de manière plus privée. L'éventail des réactions m'a aidé à comprendre que notre dysfonctionnement familial avait été visible pour les autres, même s'il n'avait jamais été directement abordé. Ma tante, qui avait toujours été perspicace concernant les dynamiques familiales, était particulièrement soutenante. Elle a admis qu'elle s'était inquiétée du traitement de mes parents envers moi pendant des années, mais avait senti que ce n'était pas sa place d'intervenir.
Elle a validé mes sentiments et m'a encouragée à continuer à maintenir des limites qui protégeaient mon bien-être émotionnel. La réponse d'Emma était la plus complexe. Elle m'a appelé plusieurs jours après le dîner et a reconnu qu'elle commençait à comprendre à quel point nous avions été traités différemment. Elle a exprimé de la culpabilité concernant le soutien qu'elle avait reçu et a offert de m'aider financièrement si j'en avais jamais besoin. Bien que j'ai apprécié son geste, j'ai expliqué que le problème n'était pas lié à un besoin financier actuel, mais au message que leur traitement différentiel avait communiqué sur notre valeur relative. Elle semblait avoir du mal avec ce concept, revenant sans cesse à l'idée que les besoins de chacun étaient différents et que nos parents avaient fait de leur mieux. J'ai réalisé qu'accepter la vérité complète sur le favoritisme de notre famille l'obligerait à confronter des réalités inconfortables concernant sa propre dépendance et l'injustice de ses avantages. Il était plus facile pour elle de maintenir le récit que notre traitement différent avait été justifié par nos personnalités et besoins différents. La réponse de mes parents était prévisible, mais tout de même décevante. Ils ont continué à faire pression sur moi pour que je m'excuse d'avoir perturbé l'harmonie familiale et pour que je reprenne des relations normales. Ils semblaient croire que le temps guérirait la faille sans nécessité de reconnaissance de leur rôle dans sa création. Ils voulaient le pardon sans responsabilité, la réconciliation sans changement. J'ai pris une décision qui m'a semblé à la fois difficile et libératrice. Je maintiendrai un contact minimal avec mes parents, n'assistant qu'aux événements familiaux importants et gardant les interactions superficielles. Je ne ferai pas semblant que leur traitement avait été équitable, mais je ne continuerai pas à chercher leur reconnaissance ou leur approbation. Je concentrerai mon énergie sur la construction de relations saines avec des personnes qui me valorisaient et me respectaient. Cette décision était soutenue par ma thérapeute qui m'a aidé à comprendre que je ne pouvais pas contrôler les réactions de mes parents, mais que je pouvais contrôler mes propres limites. Elle m'a expliqué que chercher la validation auprès de personnes qui m'avaient constamment invalidée était une forme d'automutilation. Elle m'a encouragée à trouver la validation dans mes réalisations, mes relations et mes contributions aux autres. Le processus de détachement émotionnel fut graduel mais transformateur. J'ai arrêté d'espérer que mes parents comprennent soudainement ou reconnaissent leurs erreurs. J'ai arrêté de me sentir responsable de protéger leurs sentiments ou leur réputation. J'ai commencé à les voir comme des individus imparfaits dont les limitations avaient façonné mon enfance mais n'avaient pas à définir mon avenir. La reconnaissance professionnelle a continué à valider mes choix et mes efforts. J'ai été invitée à rejoindre le comité éditorial d'une revue de soins infirmiers prestigieuse. J'ai reçu une subvention de recherche pour étudier la dynamique familiale dans les soins de santé pédiatrique et j'ai été promue à un poste de direction dans le programme d'amélioration de la qualité de mon hôpital. Chaque réalisation renforçait ma confiance en mes capacités et mon droit d'être fière de mes accomplissements. J'ai aussi commencé à partager mon histoire plus ouvertement, tant dans des contextes professionnels que dans des relations personnelles. J'ai découvert que beaucoup de personnes avaient vécu des dynamiques familiales similaires, où un enfant était censé être autonome, tandis que les frères et sœurs recevaient un soutien continu. Ces conversations étaient thérapeutiques et m'ont aidé à comprendre que le dysfonctionnement de ma famille n'était ni unique ni insurmontable. Le résultat le plus inattendu de ce parcours fut la façon dont cela a amélioré ma capacité à aider les autres. Mon expérience avec le favoritisme familial et la manipulation financière m'a donné des perspectives qui étaient précieuses dans mon travail avec les patients pédiatriques et leurs familles. Je pouvais reconnaître les signes de dysfonctionnement familial qui pourraient affecter la compliance au traitement d'un enfant ou son bien-être émotionnel. Je pouvais défendre les familles qui luttaient avec l'allocation de ressources et les problèmes de communication. J'ai aussi commencé à encadrer des étudiants en soins infirmiers qui faisaient face à des défis financiers similaires à ceux que j'avais vécus. Je les ai aidés à identifier des opportunités de bourse, à naviguer dans les systèmes d'aide financière et à développer des stratégies pour gérer les dépenses liées aux études. Ces relations étaient incroyablement enrichissantes et m'ont aidé à transformer mes expériences douloureuses en quelque chose de constructif. 2 ans après la confrontation lors du dîner d'anniversaire d'Emma, j'ai reçu un appel inattendu de mon père. La dernière entreprise d'Emma avait échoué et elle faisait face à des difficultés financières importantes. Elle avait fait défaut sur plusieurs prêts, y compris le prêt commercial original de 40 000 $ qu'il avait co-signé. Son score de crédit avait été endommagé et il était tenu responsable de ses dettes. Il appelait pour demander si je pouvais les aider financièrement. Il expliquait qu'Emma envisageait la faillite, ce qui le laisserait responsable du montant total de son prêt commercial.
Il mentionnait qu'il savait que je réussissais bien professionnellement et se demandait si je pourrais peut-être leur prêter de l'argent pour aider à résoudre la situation. L'ironie de cette demande ne m'échappait pas. Le même homme qui avait refusé de m'aider avec 1200 $ pour des manuels scolaires me demandait maintenant de l'aider avec des dizaines de milliers de dollars de dettes qu'il avait volontairement assumées pour ma sœur. La demande me semblait être une vindication de tout ce que j'avais essayé d'expliquer concernant leurs priorités financières et leur prise de décision. Ma réponse était mesurée mais ferme. J'expliquais que je ne serais pas en mesure de les aider financièrement, non pas parce que je manquais de ressources, mais parce que le faire permettrait les mêmes schémas d'irresponsabilité financière qui avaient créé le problème. Je soulignais que leur demande illustrait parfaitement le traitement différentiel que j'avais vécu tout au long de ma vie. Je notais aussi que s'ils avaient soutenu mon éducation avec même une fraction des ressources qu'ils avaient fournies à Emma, j'aurais peut-être obtenu mon diplôme avec moins de dettes et été dans une meilleure position pour aider les membres de la famille en crise. Leurs décisions financières passées avaient des conséquences qui s'étendaient au-delà de leur impact immédiat sur le mode de vie d'Emma. La réponse de mon père était prévisible. Il m'accusait d'être égoïste et vindicatif, suggérant que je laissais la loyauté familiale être compromise par de vieilles rancunes. Il arguait que la situation d'Emma était une urgence qui nécessitait un soutien familial immédiat, indépendamment des désaccords passés. Il semblait incapable de comprendre que sa demande était en fait la preuve de tout ce que j'avais essayé de lui dire concernant leur favoritisme. Je restais calme pendant cette conversation, mais j'étais aussi claire concernant mes limites. J'expliquais que j'avais appris à prendre des décisions financières basées sur des considérations pratiques et des conséquences à long terme, des compétences que j'avais développées parce qu'ils m'avaient exigé d'être financièrement indépendant. Je n'abandonnerai pas ces principes pour permettre de mauvaises décisions, même de la part de membres de ma famille. La conversation s'est terminée quand il a raccroché de frustration. J'étais triste de la détérioration de notre relation, mais j'étais aussi fière de ma capacité à maintenir mes limites sous pression. Je n'avais pas laissé la culpabilité ou la manipulation supplanter mon bon jugement, et j'avais répondu à leur crise avec la même approche pratique qu'ils m'avaient demandé d'adopter tout au long de mon parcours éducatif. Dans les mois qui ont suivi, j'ai appris par d'autres membres de la famille que mes parents avaient été forcés de liquider une partie de leurs économies de retraite pour couvrir les dettes d'Emma. Ils avaient aussi contracté une deuxième hypothèque sur leur maison pour gérer la crise financière. Emma avait déclaré faillite, ce qui les avait effectivement laissés responsables du prêt commercial qu'ils avaient co-signé. Ces développements étaient un rappel brutal des conséquences à long terme de leur favoritisme financier. Leur décision d'encourager la dépendance financière d'Emma avait finalement menacé leur propre sécurité financière. Pendant ce temps, leur exigence que je sois financièrement indépendante m'avait préparée à un avenir stable et prospère. Je ne ressentais aucune satisfaction face à leurs difficultés financières, mais je ne ressentais pas non plus de culpabilité concernant ma décision de ne pas les aider. J'avais appris en thérapie que prendre la responsabilité de problèmes que je n'avais pas créés était une forme de codépendance qui nuirait finalement à tous les participants. Mes parents avaient besoin de subir les conséquences de leurs choix pour en tirer des leçons. La situation a aussi clarifié ma compréhension de la loyauté familiale. La vraie loyauté implique de soutenir les membres de la famille dans la prise de bonnes décisions et de les tenir responsables des mauvaises. Cela ne signifie pas permettre un comportement destructeur ou protéger les gens des conséquences de leurs actions. J'avais été plus loyale envers le bien-être à long terme de ma famille en refusant d'encourager leur dysfonctionnement que je ne l'aurais été en fournissant un sauvetage financier. Aujourd'hui, ma relation avec mes parents reste distante mais cordiale. Ils n'ont jamais reconnu que leur traitement d'Emma et moi était injuste et j'ai arrêté d'attendre qu'ils le fassent. Nous assistons aux réunions de famille et maintenons des conversations superficielles, mais nous ne discutons pas de finances, de décisions de carrière ou de dynamique familiale. J'ai accepté que ce soit la relation que nous aurons. Ma relation avec Emma a évolué dans une direction différente. Elle a commencé à comprendre l'impact de notre traitement différentiel et à exprimer de véritables remords concernant les avantages qu'elle a reçus. Elle a également commencé à prendre plus de responsabilités pour ses décisions financières et à arrêter de demander de l'aide à nos parents. Bien que notre relation ne soit plus aussi proche qu'avant, je respecte ses efforts pour changer et grandir. Le résultat le plus important de ce parcours a été ma compréhension de ma propre valeur et de mes capacités.
Je ne cherche plus la validation de personnes qui ont constamment échoué à me l'apporter. J'ai appris à célébrer mes réussites sans avoir besoin d'approbation extérieure et j'ai développé des relations avec des personnes qui apprécient mon caractère et mes contributions. J'ai aussi appris que réussir malgré les obstacles est plus significatif que réussir avec un soutien illimité. Mes difficultés m'ont rendue plus résiliente, plus empathique et plus déterminée. Je suis reconnaissante pour mes capacités et fière de ce que j'ai accompli, que ma famille reconnaisse ou non ces réussites. Ma carrière continue de s'épanouir et j'ai trouvé une profonde satisfaction dans mon travail avec les patients atteints de cancer pédiatrique et leurs familles. J'ai terminé mon doctorat et je mène maintenant des recherches qui contribuent à améliorer les résultats pour les patients. J'ai également continué à encadrer des étudiants et à parler publiquement d'équité éducative et de soutien familial. La sécurité financière que j'ai obtenue grâce à mes propres efforts me semble plus précieuse que n'importe quel héritage n'aurait pu l'être. Je sais que mon succès est le résultat de mes propres choix et efforts, et cela me donne confiance en ma capacité à faire face aux défis que l'avenir pourrait apporter. Si vous regardez cette vidéo parce que vous avez vécu un favoritisme familial ou une manipulation financière similaire, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. De nombreuses familles créent des hiérarchies informelles où certains membres sont censés être autonomes, tandis que d'autres sont autorisés à rester dépendants. Ce traitement différencié peut être incroyablement douloureux, mais il ne définit pas votre valeur ni ne limite votre potentiel. La chose la plus importante que j'ai apprise, c'est que chercher la validation de personnes qui ont constamment échoué à vous l'apporter est une forme d'autodestruction. Votre valeur ne dépend pas de la reconnaissance ou de l'approbation de votre famille. Vous avez le droit d'être fier de vos réussites, qu'ils les reconnaissent ou non. J'ai aussi appris que réussir malgré les obstacles est plus significatif que réussir avec un soutien illimité. Les défis auxquels vous faites face peuvent sembler injustes, mais ils développent aussi des compétences et une résilience qui vous serviront toute votre vie. Vos difficultés ne sont pas la preuve de votre incompétence, elles sont la preuve de votre force. Établir des limites avec des membres de la famille qui vous ont traité injustement n'est ni égoïste ni vindicatif. C'est nécessaire pour votre bien-être émotionnel et votre épanouissement personnel. Vous ne pouvez pas contrôler leurs réactions à vos limites, mais vous pouvez contrôler vos propres réactions à leur comportement. Rappelez-vous que la loyauté familiale ne signifie pas permettre des comportements destructeurs ou protéger les gens des conséquences de leurs actes. La vraie loyauté consiste à soutenir les membres de la famille pour qu'ils prennent de bonnes décisions et les tenir responsables des mauvaises. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de refuser d'encourager le dysfonctionnement. Enfin, je veux vous encourager à trouver la validation dans vos réussites, vos relations et vos contributions aux autres. Construisez des relations avec des personnes qui apprécient votre caractère et vos capacités. Cherchez des mentors et des collègues qui reconnaissent votre potentiel. Créez une famille choisie de personnes qui soutiennent votre croissance et votre succès. Votre histoire ne se termine pas avec les limitations de votre famille. Vous avez le pouvoir de créer un récit différent, un où votre valeur est reconnue et vos réussites sont célébrées. Vous méritez des relations qui soutiennent votre croissance et votre succès, et vous avez le droit d'attendre plus des personnes dans votre vie. J'espère que partager mon histoire a été utile à ceux d'entre vous qui ont vécu des défis similaires. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul et que vos expériences ont de la valeur. Votre résilience est inspirante et votre succès est significatif, peu importe qui le reconnaît. Merci d'avoir regardé et j'aimerais entendre parler de vos propres expériences avec les dynamiques familiales et le favoritisme financier dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a touché, s'il vous plaît, considérez liker et vous abonner pour soutenir plus de contenu sur les relations familiales, l'épanouissement personnel et trouver la force dans les circonstances difficiles.